ténèbres sonores aux sources orientales et médiévales d'un motif rabelaisien entre musique et poésie. C'est-à-dire qu'au lieu de commenter Chypre, dont je donnerai des exemples et que je ferai entendre, mais au lieu d'étudier les motets et les ballades mises en musique du recueil de Chypre, je vais parler de Rabelais et donc d'un épisode très connu qui est enfin connu sous le nom de Paroles gelées. Bien. Donc j'entre dans le vif du sujet et j'enlève ma montre pour surveiller un peu le temps. Alors, à l'origine de mon enquête, une recension générale, mais évidemment pas exhaustive, des interférences, interactions ou influences entre la culture orientale référée à l'Azerbaïdjan et la littérature française. Bon, c'est une sorte de réunion de mes différents sujets de recherche. Donc j'ai trouvé 3 interférences, par ordre chronologique inverse. Le récit de voyage au Caucase d'Alexandre Dumas, que tout le monde connaît. Au milieu du XVIIe siècle, l'intrigue de la tragédie de Corneille, Héraclius, qui, à ma grande surprise, est référée à l'Azerbaïdjan par le grand historien arabe Ibn Khaldoun. C'est un sujet étudié par mademoiselle Aurélie Chalmet, qui fait une thèse sur le théâtre de Corneille, et particulièrement sur Héraclius, et un sujet qui mériterait, à mon sens, une conférence, peut-être même une bourse doctorale. Bien, en tout cas, c'est parfaitement inédit, personne ne l'a jamais étudié. Enfin, l'interférence que je vais présenter très succinctement, en la rapportant au thème directeur du colloque, la relation entre poésie et musique et l'évolution de l'idéologie courtoise à la fin du Moyen-Âge, une fin du Moyen-Âge que je situe assez tard, au milieu du XVIe siècle. Alors, cette interférence prend forme dans un motif lié à l'origine au vaste cycle des légendes rattachées, Michael Barry vient de le dire, au roman d'Alexandre, et je l'intitulerai « Les ténèbres sonores » ici, mais il est connu sous le nom de Paroles gelées. Pris au terme de son évolution, ou dans le cours de mon exposé, je remonterai vers sa source, le motif est devenu célèbre dans le roman de Rabelais, paru en 1552, le quart livre de Pantagruel. On le trouve aussi, mais plus allusivement, dans le 5e livre de Pantagruel, paru en 1564, mais qui est considéré comme le brouillon du précédent. Le 5e vient avant le 4e. Donc c'est en principe, d'après la critique, un premier jet inabouti et publié après la mort de l'auteur en 1553. La mort de l'auteur, pas la publication. Bien. Donc dans l'exemplier, vous avez 2 feuilles. En fait, pardon-moi, je prends juste pour montrer. Donc vous avez le texte que je vais étudier, que je vais commenter, qui est sur cette colonne-là. Le reste, ce sont des documents qui permettent, qui expliquent la perspective. Et vous avez une feuille volante qui correspond aux motets de Chypre, qui vont me servir pour mettre en évidence la dimension musicale du passage, mais que je n'étudierai pas. Voilà. Donc, j'en viens à la présentation de l'objet. Donc, dans le quart-livre, au fil d'une navigation qui emprunte nombre de ses motifs aux légendes d'Alexandre, par exemple, et j'avoue que j'étais assez surpris en refaisant la lecture sous ce jour-là de l'œuvre de Rabelais, par exemple, les habitants de Ruac, qui se nourrissent d'air, et qui sont effectivement dans le roman d'Alexandre, les ichthyophages, qui sont aussi dans le roman d'Alexandre, et qui devaient être à l'origine, d'après les historiens, les habitants des marais du delta du Tigre et de l'Euphrate. Bon, donc on trouve différentes références qui renvoient à ce cycle et à ce geste. Donc Rabelais embarque ses personnages dans un voyage initiatique vers un oracle, celui de la Dive-Bouteille, qui doit décider du mariage du compagnon du prince, Pantagruel. Le compagnon du prince, c'est le fameux Panurge, un double d'Ulysse, il est bon à tout, selon l'étymologie de son nom, et personnage préféré de l'auteur. Parvenus à la fin du quart-livre, nos voyageurs aboutissent, dans un épisode donc, connu sous le nom de Paroles gelées, à un lieu que j'assimile avec Jean-Marie Fritz, auteur d'un beau livre sur le paysage sonore dans la littérature française du Moyen-Âge, non pas à un topos, parce que ce n'est pas un lieu commun, ce n'est pas partout, mais à un motif structurant dont les composantes donnent forme et sens au récit. Je lis quelques lignes. Compagnons, voyez-vous rien? N'entendez-vous rien? Il me semble que je vois, que j'entends quelques gens parlant en l'air. Je n'y vois toutefois personne. Cette illusion, ce mirage sonore, se propage jusqu'à devenir audible aux compagnons du prince. Plus persévérants,
écoutant, plus discernions les voix, jusqu'à entendre les mots entiers. Et les mots qu'ils entendent, c'est des voix et des sons, tant divers, d'hommes, de femmes, d'enfants, de chevaux. Panurge, héros comique, donc couard, croit à une embuscade. Pantagruel le rassure en proposant plusieurs explications. Il s'agit peut-être des idées de Platon, qui se matérialiseraient aux confins du monde, ou des mondes, si on prend le détail du texte, et retomberaient sous cette forme dans le sensible. Les voyageurs se prennent alors à espérer d'atteindre le bout de leur quête, car si c'était vrai, ils seraient tout près du manoir de vérité, donc de l'objet de leur quête. Plût à Dieu, dira Panurge à la fin du chapitre, que juste le mot de la vive bouteille. Mais Pantagruel a d'autres explications à proposer pour rendre compte du phénomène. Je ne donne ici que la deuxième. Ces bruits ne sont-ils pas, ou ne seraient-ils pas, les paroles d'Homère? Là, évidemment, le relais passe du côté de Marie-Laure Fréburger. Ne seraient-ils pas les paroles d'Homère, voltigeantes de l'élan de leur verbe poétique, des mots ailés en quelque sorte, et qui apporteraient l'écho de la voix du barde? Toutefois, dans le texte, où le mot barde existe bel et bien, le mot barde désigne seulement une pièce d'armure et ne réfère que très indirectement à l'épopée guerrière. La bonne explication, à la fois triviale et métaphysique, est donnée par le pilote du navire. Ce qu'on entend, ce sont les bruits de la bataille, d'une bataille qui s'est déroulée l'hiver dernier entre les Arimaspes, voisins des Scythes, et les Néphélibates, les marcheurs de nuages, qu'on trouve chez Lucien. C'est un emprunt rabelaisien. Tandis que la température s'est radoucie, les bruits de la bataille qui s'étaient conservés dégèlent et se font entendre dans l'air serein du printemps. Cette explication, qui semble ramener l'épisode à une simple facétie, et ce n'est pas ma lecture, cette explication n'est pas entièrement satisfaisante. Panurge, qui feint de ne pas comprendre, veut l'entendre tout autrement. J'y crois, dit-il au pilote, mais ce pourrait être aussi un phénomène semblable à celui, je paraphrase, à celui que rapporte la Bible quand le Dieu d'Israël apparut dans la nuée à Moïse pour dicter les tables de la loi. Le peuple voyait les voix sensiblement. En réalité, les deux explications convergent, peut-être même les trois. Celle du pilote, celle de Panurge, peut-être aussi celle de Pantagruel, si on pense au manoir de vérité. Premièrement, et c'est une surprise, nous sommes bien au pays des Arimaspes, d'Hérodote, les vrais. Donc, autrement dit, chez les Scythes. Les Arimaspes sont les voisins des Scythes. Comme le confirme d'ailleurs la fausse onomatopée, car ce n'est pas une onomatopée, ce sont des noms propres, Goth et Magog, que j'ai imprimé en caractère gras, indissociable d'une géographie référée aux steppes et au Caucase. On pourrait, si on considère ce Goth et Magog, et si on considère cet ancrage, cette projection géographique chez les Scythes, on pourrait également entendre le nom des Néphélibates, non pas comme ceux qui marchent sur les nuages, traduction classique d'après Lucien, mais ceux qui marchent dans les nuées, ou dans la nuée, non loin du mont Caspite, évoqué à la fin du 5e livre, comme le lieu de l'oracle. Et donc c'est pour ça qu'il y a une série de citations qui renvoient les premières au quart livre et les suivantes au 5e livre, à la fin, donc au moment de la révélation. Le motif, du coup, mérite d'être étudié, commence à devenir intéressant. Le motif des ténèbres sonores se rapproche alors du récit de Ayton dans sa Fleur des histoires d'Orient. Alors Ayton est le neveu du roi d'Arménie, il écrit à la cour des Lusignans de Chypre, autour de 1300, et les Lusignans de Chypre régneront nominalement sur la Cilicie, ou Petite Arménie, au XIIIe, XIVe siècle. Donc, un siècle avant que Janus de Lusignan, avant-dernier roi français de Chypre, ne fasse composer le recueil de motets et de ballades sur lequel je reviendrai. Donc, Ayton rapporte comme un fait historique l'existence d'une province ou pays de Ampassie, couverte d'une nuée dans laquelle on entend des voix d'hommes, des chants de coqs et des hennissements de chevaux. Là, vous avez la citation dans l'exemplier, Ayton, Fleur des histoires, vers 1300, du royaume de Géorgie. J'ai peut-être le temps de lire quelques lignes de cette citation. Il y a dans le royaume de Géorgie une province que l'on appelle Ampassie, longue d'environ 3 journées. Sur toute l'étendue de cette province, il règne une si grande obscurité que personne ne peut rien voir et personne n'a la hardiesse de pénétrer dans cette terre, car il ne saurait ensuite revenir sur ses pas. Les habitants de cette terre racontent qu'ils entendent des voix d'hommes, des chants de coqs, des hennissements de chevaux. Et aux abords d'un fleuve qui sort de la province, on aperçoit des signes prouvant que des hommes y demeurent véritablement.
Et Hayton donne ça comme une légende, certes, enfin, mais comme un fait constatable également, et géographiquement référencé. Le récit d'Hayton correspond de manière étonnamment précise à un cycle de légendes rapporté de Mongolie par Jean de Plancarpin, qui visite Karakorum en 1248, encore 50 ans avant, et en profite pour écrire une histoire des Mongols, dans laquelle les merveilles sonores jouent un rôle important. Là, c'est l'ensemble des citations de la page de droite de l'exemplier, ensemble de citations que je n'ai pas évidemment le temps de lire, je n'en lirai qu'une. Pour résumer, le pays qui se situe au-delà du Caucase, et autour de la mer Caspienne, enfin dans les monts Caspis, est un pays qui est parcouru par divers courants d'invasion, les Mongols essentiellement au XIIIe siècle, hein, qui ravagent tout, qui vont détruire Bagdad en 1258, etc., etc. Et donc ces Mongols intéressent les chrétiens parce qu'ils sont perçus comme des alliés possibles dans une perspective de croisade. Et les récits donc, qui rapportent, enfin, les légendes qu'on rapporte de ces lieux, reprennent des éléments qui sont à la fois dans la Bible et dans le Coran, hein, le fameux mythe de Gog et Magog, des peuples enfermés. Gog et Magog qui sont tantôt identifiés comme les ennemis, tantôt comme les Mongols. Enfin, tantôt ce sont les ennemis des Mongols, tantôt ce sont les Mongols, selon les versions des histoires. Bon. Et la particularité de l'ensemble de ces légendes, donc qui sont rassemblées dans mon exemplier, c'est que toutes mettent en scène des ténèbres sonores, mettent en scène des phénomènes sonores, des prodiges sonores. Bon. Et sur le mot ténèbres, il y a une explication que je trouve assez fascinante. C'est parce qu'elle actualise le mythe et donne la date de sa fabrication, enfin d'une de ses fabrications, par les chrétiens. Le mot ténèbres prend en effet un sens inattendu. Il s'explique par une erreur de traduction commise par Jean de Plancarpin et répétée par ses successeurs qui écrivent sur la Mongolie. En décrivant l'organisation des armées mongoles, qu'il s'agira de combattre tout de même, Jean de Plancarpin distingue les chefs de 10, de 100, de 1000 et de 100 000 guerriers. Et ces chefs de 100 000 guerriers, c'est la citation centrale, la numéro 12, ces chefs de 100 000 guerriers sont appelés des ténèbres. La note de l'édition récente par Thomas Tanaz explique qu'il s'agit d'une erreur sur le mot mongol Tuman, qui en turc ancien se prononcerait Tuman. Tuman, je ne sais pas, l'umlaut, je ne sais pas à quoi il correspond en turc, je suis désolé. Ce n'est pas ma langue, bien sûr. Donc, c'est Tuman, du coup, je donnerait Tuman. Et Tuman, qui, en turc ancien, signifie effectivement ténèbres. Et qui aurait donné le russe Tma. Mais je ne parle pas russe non plus. Ouais. Donc, sans le savoir, les chrétiens, Jean de Plancarpin a transcrit, et en fait c'est une information exacte et précise, et là on peut la dater, l'historiciser, a transcrit par erreur, parce qu'il conversait avec un interprète qui était turcophone, qui devait traduire du mongol en turc, et ensuite du turc en je ne sais quoi. Il y avait 3 ou 4 interprètes qui se succédaient pour arriver à communiquer. Donc, il y a une erreur sur le mot Tuman, qui veut effectivement dire 100 000 en mongol, mais qui en turc veut dire ténèbres. Bon. Donc, le lieu des ténèbres, qui chez Hayton va devenir une province entière, ce lieu des ténèbres, c'est une erreur sur un mot mongol. Mais du coup, ça réfère, ce mythe, aux invasions mongoles qui, effectivement, traversent la Caspienne, enfin la rive de la Caspienne, longe les bords de la Caspienne pour aller détruire Bagdad, entre autres. Donc, et qui serait issu du pays de Gog et Magog. Eh bien oui, bien entendu. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette synthèse, pour le coup, on peut la préciser, on peut la documenter. C'est ça qui m'a fasciné. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cet ancrage géographique qui déplace le récit hors du territoire du mythe, géographique et historique, donc, qui déplace le récit hors du territoire du mythe et du lieu commun pour le dater et le référer aux invasions mongoles? Rien pour l'instant, parce que j'ai encore 2 ou 3 choses à dire, rien pour l'instant, car il me reste à examiner l'autre aspect du texte, sa dimension sonore et musicale. Alors, si on peut faire entendre la chose,
C'est pour que vous ayez un exemple de motet. J'ai étudié le thème des ténèbres dans des motets du début du XVe siècle, dans le recueil de Chypre, et je vais simplement en dire 3 mots pour le rapporter, ce thème des motets, au motif des paroles gelées et du fracas sonore que transcrit Rabelais. Donc, est-ce qu'on peut le lancer? C'est juste pour voir. Je me tairai une seconde. Non, ça ne marche pas. Et oui, il n'y a pas iTunes celui-ci. Si. Si, il y a. Ouais, parce que tout de même, il faut... C'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est un enregistrement direct, c'est un concert. Arrêtez-le un instant. Je vous invite à faire l'expérience. Vous avez le texte sur la page de droite, le petit texte qui est là. C'est le texte du motet que vous entendez, c'est pour haut et lieuement chanté. Et vous me direz après ce que vous entendez, parce que c'est pas évident du tout. Allez-y, remettez-le. Vous venez d'entendre la première strophe du motet, pardon, c'est pas le motet là, c'est de la ballade 21 du recueil, Cantor et Musicus, qui, que vous avez vu, évidemment dans son énonciation, étant, pour la prononciation des syllabes, étant la talia rythmique, qui étant la musique, qui étant le vers de manière presque démesurée. Et là, vous avez de la chance, si vous avez suivi, enfin, comme il n'y a ici qu'une voix, on peut suivre si on a le texte, mais là, vous n'avez eu qu'un texte. Un motet, c'est pire, vous avez 2 textes qui sont lus simultanément. Et donc ça, c'est celui qui est donné sur la page gauche. Rassurez-vous, je ne vous fais pas écouter. Bon, non, mais il n'a pas été enregistré, il est un peu trop compliqué à faire. Bon, donc, quelques mots sur le motet, mis en rapport avec le thème des nuées sonores qu'on trouve chez Rabelais, et je passerai à ma conclusion ensuite. Alors, les musicologues ont amplement étudié l'épisode rabelaisien des paroles gelées, et tous y ont reconnu, dans ces onomatopées, une référence précise et incontestable à un chef-d'œuvre de la polyphonie dite moderne, donc pas celle du XVe siècle. Bon. La célèbre bataille, composée par Jeannequin, est diffusée à partir de 1530 et associée d'ailleurs à tort à la bataille de Marignan. Bon. On trouve en effet dans cette pièce, dans des citations précises, les mêmes onomatopées que chez Rabelais. Is, tic, torche, lorgne, etc., etc. Donc, à l'évidence, Rabelais imite Jeannequin. Mais, du coup, ça influence l'interprétation de l'épisode. L'interprétation que les musicologues ont donnée, par référence à Jeannequin, correspond donc à un point de vue moderne. La noise, ce qui a donné le mot noise en anglais, hein, bon. La noise de la bataille épique célébrée par les troubadours hein, au XIIe, XIIIe siècle, serait ramenée par dérision à des bruits insignifiants ou dérisoires dont on se moque, y compris Gog et Magog, qui sont désémantisés par leur contexte purement phonétique.
C'est une lecture possible, c'est celle de François Rigolo, entre autres. Hein. C'est une lecture possible, mais je propose une autre lecture qui s'esquisse si l'on se tourne vers les modèles médiévaux, tout particulièrement celui des motets liturgiques de l'Ars Nova, chez Guillaume de Machaut, et de l'Ars Subtilior, dans le recueil de Chypre, composé dans les années 1425-1432, pour le roi Janus de Lusignan. Donc Rabelais ne peut évidemment pas les connaître directement, donc c'est un simple comparant, mais Rabelais a été franciscain pendant au moins 20 ans, avant de devenir bénédictin, et il sait évidemment comment fonctionne la polyphonie d'un motet. Donc là, je vous en ai donné quelques échantillons sonores. Pour résumer le fonctionnement, on peut dire qu'il s'agit d'une construction à 3 étages. Le premier étage, c'est la teneur, qui est toujours instrumentale et qui est rythmée par la taléa, le module rythmique, hein, qui peut être très très étendu. Deuxième étage, le duplum, la deuxième voix, qui s'écrit donc dans un mètre distinct du triplum, la troisième voix, mais qui est chantée simultanément. L'artifice, du coup, tient au fait que des mètres et des rythmes différents et des textes différents sont chantés exactement en même temps. Donc, par exemple, pour triplum et duplum pour le motet 36, que j'ai choisi parce qu'il traite du motif des ténèbres, donc pour ce motet, on a un 4-6 pour le triplum, enfin un décasyllabe, un 4-6 pour le triplum, un 4-4 pour le duplum, un octosyllabe, et bon, les deux peuvent se superposer, mais en plus tout cela est étendu par la taléa de la teneur. Donc, si on entend les deux chants en même temps, qu'est-ce qu'on entend en fait? Qu'est-ce qu'on entend si l'on n'est pas musicien? Quel est l'effet de la superposition donc de ces voix d'un point de vue sémantique? En fait, on entend seulement des lignes mélodiques superposées qui laissent comprendre des mots dans les intervalles pendant lesquels duplum et triplum ne résonnent pas simultanément. Donc on peut guetter un mot ou un fragment de mot par-ci par-là. Bon, et on peut suivre évidemment les lignes mélodiques générales, mais le résultat pour un non-spécialiste, pour un non-musicien, c'est quelque chose de presque informe, un chaos qui ramène le langage à des sons ou à des onomatopées, eux-mêmes enveloppés dans la nappe ou nuée sonore de la teneur. Il est donc possible de comparer, et c'est ce que je fais, hein, de comparer la structure du motet, le principe du motet, donc d'une polyphonie qui fait énoncer plusieurs textes simultanément, et de les rapporter, donc, de rapporter ce principe et ce fonctionnement au motif des ténèbres sonores dans l'épisode des paroles gelées chez Rabelais. Une proposition de lecture sur laquelle je dois ajouter simplement 2 points. Il y a une modification, avant de conclure, hein, il y a dans l'histoire de la musique une évolution professionnelle qui fait que le chant des troubadours, 12e, 13e siècle, dont il a été question hier, peut être fait, peut être composé et interprété même éventuellement, même si normalement les troubadours avaient un interprète qui chantait pour eux. Bon, mais le chant des troubadours peut être interprété par un amateur, si je puis dire, enfin par un poète. Il y a un moment où la musique médiévale, à la fin du XIVe siècle, chez Guillaume de Machaut par exemple, où la musique médiévale européenne devient suffisamment complexe avec le développement de l'ars nova, de la polyphonie et de l'ars subtilior à la fin, devient suffisamment complexe pour que nécessairement on ait besoin de musiciens pour composer le texte. Je surveille la main. Je n'espère ne pas trop déborder. Nécessairement, donc, à partir du XVe siècle, on a besoin de musiciens professionnels. Et donc, là, c'est terminé pour les AED. C'est donc aussi terminé pour l'inspiration qui viendrait comme ça habiter le conférencier, hein, moi-même, ou le poète, et tout d'un coup, je vais me mettre à vous parler. Mais non, c'est pas comme ça que ça se fait. Et c'est d'ailleurs la beauté du texte de la Ballade 21 que j'ai choisi pour cela. C'est le débat du cantor et musicus. Pour haut et liement chanter, c'est ambigu en français, on imagine que c'est un éloge du beau chant clair et haut. Bon. Et en réalité, si on traduit, c'est on a beau chanter haut et clair d'une voix pure et raffinée, on ne peut pas pour autant s'appeler musicien, hein, dans la diction musicien et découpé, quoi qu'on en dise, si l'harmonie n'est pas comprise, qu'à sa juste valeur comprise, si l'on ne sait le contrepoint parfaitement, sans nul oubli. Donc là, c'est la revendication d'un professionnalisme. L'intérêt, c'est que ce professionnel est un musicien d'abord, il est ensuite un poète, et un grand poète, parce que cette ballade est un chef-d'œuvre, et reconnu par tout le monde.
Deuxième point, pour l'idéalisation de la dame, c'est aussi une évolution de l'idéalisation courtoise. La dame peut être beaucoup de choses, elle peut être la femme aimée, elle peut être une figure théologique, elle peut être... Bon. Mais ici et dans cette ballade, la dame devient l'art musical. Et donc là, c'est une déclaration d'amour à l'art musical. Hein, c'est sa parfaite amie, comme sa très loyale amie, parfaitement sans oublier, etc. C'est elle qui va inspirer le musicien. Bon. J'en viens maintenant au dernier étage de ma construction qui est un peu complexe. C'est qui m'a été suggéré hier par Michael Barry, c'est le motif du dévoilement. Et donc ce qui théologiquement, dans la théologie chrétienne, correspond au splendor in nubem, hein, la lumière dans les ténèbres, en fait, dans les nuées. Donc la révélation de l'oracle chez Rabelais, par exemple, peut-elle se dissimuler dans le brouillard sonore que je viens d'évoquer? L'hypothèse a déjà été avancée et je la reprends à mon compte en me fiant précisément au traitement du motif des ténèbres, au traitement poétique du motif des ténèbres dans les motets en question. Je résume leur histoire, enfin, l'histoire de ce motif. Donc, les ténèbres apparaissent dans les motets 27-31, qui sont des motets latins, qui sont des motets de l'Avent, qui annoncent l'incarnation du Verbe et la naissance du Christ. Dans ce contexte, ces ténèbres sont évidemment marquées de connotations négatives. Quos mortis umbra continet veni splendor et adiuva quos tenebrarum possidet locus horrendus libera. Ce que retient l'ombre de la mort vient le secourir aux splendeurs et libère ce que détient l'horrible lieu des ténèbres. Donc ces ténèbres sont évidemment négatives, mais pourtant ces ténèbres contiennent simultanément la lumière divine, comme le corps du Christ contient son essence. C'est justement le sens du motif splendor in nubem, celui de la lumière qui se répand dans la nuée, qu'elle nourrit sans en être diminuée ou affectée, de même que la divinité du Christ n'est pas affectée par son incarnation humaine. Hein, l'ombre, les ténèbres, c'est le corps. Enfin, c'est l'incarnation. Bon, semblablement, le motet que j'ai donné, le motet 36, fait coïncider les contraires, non seulement au niveau des sons, mais aussi au niveau des thèmes sémantiques, des thèmes traités, qu'il superpose avec une virtuosité particulière. C'est vrai de la superposition des maîtres distincts, décasyllabes pour le triplum, octosyllabes pour le duplum, ça je viens de le dire. C'est vrai également du texte, qui conjoint deux récits différents, l'espérance du cerf qui veut boire à la fontaine de la grâce divine, et simultanément la navigation à l'étoile dans les ténèbres vers le bon port. Et ces deux motifs sont eux-mêmes une contaminatio de deux psaumes, le psaume 42 et le psaume 107, qui sont évidemment reconnaissables par les spécialistes, et donc qui sont destinés à être entendus et reconnus. Donc, arrivé à ce point, il faut que je fasse une synthèse et une conclusion. Je dirais donc que, pour reprendre les termes employés hier par le professeur Barry, les ténèbres sonores, qu'elles soient sonores ou pas, sont la condition théologique de la manifestation du divin, dans un dévoilement toujours espéré et toujours différé. En revenant à Rabelais, on trouverait ainsi dans l'épisode considéré une autre correspondance, mystique celle-là, entre le roman et l'idéal d'une quête initiatique et amoureuse. Alors là, c'est le livre que j'ai publié il y a maintenant 20 ans, donc la source de Rabelais, le songe de Polyphile de Francesco Colonna, dont la trame est celle d'une initiation amoureuse, qui s'achève par une révélation ou illumination, l'époptéia. Déchirement du voile qui se produit également dans le voile du temple au moment de la mort du Christ. Donc ce déchirement du voile qui contient également une équivoque sexuelle, et déchirement du voile que parodie Rabelais dans la scène de l'oracle au 5e livre, qui elle-même se déroule dans un temple où le feu sacré illumine la bouteille. La révélation est musicale, et on a le craquement du verre de la bouteille, et qui permet aux personnages de Rabelais de se mettre à rimer ensemble, et ils essayent, si l'on peut dire, de composer un motet, ils n'y arrivent pas. Bon. Donc, il est temps de tirer la leçon de ce parallèle qui est à peine suggéré, pas le temps de l'étudier en détail. Une leçon en trois points correspondant aux trois volets de l'exposé. Premièrement, l'ancrage géographique et historique du motif au XIIIe siècle me paraît certain et démontrable. Il reste à expliquer, parce que Rabelais ne connaît pas l'Orient, et sa source, le songe de Polyphile, ne vient pas d'Espagne, elle est plutôt imitée des romans byzantins. Donc cette source ne marque pas l'analogie avec l'Orient. Il faut donc supposer
que Rabelais a connaissance de la légende par le franciscain Jean de Plancarpin, ou par une tradition franciscaine qui est évidemment celle des missions en Orient. Deuxième point, l'évolution du modèle musical. Du point de vue de la fin du Moyen-Âge, donc ce qui est aussi celui de Jean-Marie Fritz, Rabelais met en scène des ténèbres sonores de manière parodique. Donc, il s'agirait... je me disais, où est passé mon texte, il est de l'autre côté. Des ténèbres sonores donc, à des fins parodiques, ou éventuellement pour donner un prolongement fantastique à un lieu commun tiré des légendes d'Alexandre. Jean-Marie Fritz donc, voit dans l'épisode des paroles gelées, qu'il traite dans son livre, une sorte de dérision de la noise épique qui serait simplement ramenée à des borborigmes, à des sons. Donc elle ne signifierait rien. En considérant l'évolution de la culture musicale de la fin du Moyen-Âge, on peut l'entendre autrement. Plutôt qu'une noise épique littéralisée, ne s'agit-il pas d'un motet décomposé, comme celui que s'efforcent de rimer les personnages à la fin du 5e livre. Le quart-livre, donc la dernière version, l'épisode des paroles gelées, tirerait ainsi la leçon et les conséquences de l'échec du 5e livre, impossible à écrire, impossible à terminer. Quoi qu'il en soit, la leçon de l'évolution de l'art musical et dans sa relation à l'art poétique est incontournable. L'âge des bardes et des trouvères est révolu en Europe dès le XVe siècle. Ce n'est pas parce que le cantor chante haut et clair qu'il est un musicien. Donc, du coup, le débat, la noise qu'on peut entendre dans le fracas des batailles, c'est une toile de spécialistes. Et donc, ça ne marche plus. Je veux dire, ça n'a plus de sens. Dernier point, le dévoilement, l'époptéia, l'idéalisation courtoise. Alors là, le point de vue rabelaisien est nettement parodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéalisation de la femme aimée, il n'y a pas de courtoisie chez Rabelais. Mais je pourrais signaler que ce point de vue parodique, ce point de vue littéral, est déjà présent à l'âge de la courtoisie dans le final du roman de la Rose par Jean Demain, le fameux jeu du bourdon que je ne commenterai pas, mais que les spécialistes connaissent bien. Donc je conclurai en disant que Rabelais prend congé d'une tradition dans laquelle le poète et le musicien travaillaient ensemble et où vraisemblablement Orient et Occident communiquaient à travers des légendes et des épopées, des récits ou des allégories. Rabelais donc prend congé de cette tradition, toutefois il la préserve dans la mesure où il préserve la possibilité d'une lecture à plus haut sens, donc subtilior justement. Et sa mise en scène de l'épisode des paroles gelées me paraît d'autant plus fascinante et intéressante, premièrement qu'elle réfère à cet Orient que la critique n'avait pas remarqué finalement, et d'autre part que c'est une fin qui se souvient de ses commencements. Du point de vue des lecteurs modernes, les paroles gelées, c'est le début de la littérature moderne. On commence par des sons et puis de là on va construire des récits. Mais ces sons ne sont pas un début, ils sont une fin. Et moi aussi j'ai terminé ma communication, je vous remercie.